Dialectique et critique, langage et pensée. Nos réflexions sur l'herméneutique nous ont conduit à envisager le problème de la vérité. Or, ce dernier est proprement thématisé chez Schleiermacher dans la dialectique à laquelle nous devons nous attacher maintenant. Mais avant de faire ressortir la spécificité de la dialectique, il est indispensable d'en dégager l'une des présuppositions fondamentales que nous retrouvons dans toutes les parties du système, à savoir l'identité du langage et de la pensée. Cette dernière marque tant l'éthique que l'herméneutique et la dialectique et régit par conséquent leur rapport. Pour la pensée, la nécessité du langage repose sur le fait qu'il unit la forme logique et le contenu de l'intuition, étant ainsi le lieu propre de l'apparition de la signification dans le schématisme. En identifiant pensée et langage, Schleiermacher se rattache naturellement à une forte tradition. Cette unité affirmée est une constante dans son œuvre. On lit ainsi en 1832 par exemple « Unité du parler et du penser, le langage est la manière pour la pensée d'être effective. Car il n'y a pas de pensée sans discours. Sans les mots, la pensée n'est ni achevée ni claire. » En 1805, Schleiermacher écrivait déjà « Pensée et parler doivent être identiques. » Et nous trouvons ainsi que toute pensée est une parole intérieure et que toute parole intérieure est tendance à l'extériorisation. Mais toujours, et c'est là qu'il faut probablement chercher la source des problèmes, de ceux qui ont à un moment cru pouvoir percevoir une franche évolution dans la position de Schleiermacher. L'identité est plutôt interdépendance. Langage et pensée sont moins confondus que liés par un mouvement oscillatoire entre les pôles d'une opposition qu'il constitue et qui parcourt toute sa philosophie, comme l'expression de la finitude de l'homme philosophant. En reprenant la différence entre l'universel et le singulier, on peut dire que la pensée relève plus de l'identité et le langage de la différence offerte en partage. L'un n'est cependant pas simple instrument de l'autre, même si Schleiermacher accentue souvent le fait que le langage est d'abord l'extériorisation nécessaire à la communication. Comme dans le passage de 1805 cité ci-dessus, Schleiermacher écrit dans l'herméneutique de 1819 en examinant le discours comme médiation en vue de la communauté du pensée. La pensée est élaborée par un discours intérieur et dans cette mesure, le discours n'est que la pensée devenue manifeste. Il est donc évident que le langage est d'abord tourné vers la sortie de soi à la rencontre de l'autre, ce qui ne condamne pas pour autant le langage à n'être que le seul habillage de la pensée. On imagine ordinairement le langage comme une conséquence de la pensée, ce qui tient en grande partie au fait qu'on ne pense pas à la pensée intérieure, qui est absolument identique à la pensée. C'est du sein même de la dynamique de la pensée qui, tendant à l'universalité, aspire à la communication que jaillit le langage. Il est inhérent à son essence. Mais il y a à cette impossible succession une seconde raison. Parler ne vient pas après la pensée parce que le langage est constitutif de la pensée. Le langage n'est pas un simple miroir de la raison, mais son élément même. On ne voit plus très bien alors comment il serait possible de distinguer encore un intérieur pensée et un extérieur langage. Le langage sert en effet de la constitution même de la pensée. Il n'en est pas la simple condition de possibilité. Il achève et la parfait. Car, en effet, comme processus d'objectivation, le langage seul peut garantir la réflexivité de celle-ci. Seule l'objectivation la rend possible. C'est pourquoi la pensée indicible est nécessairement confuse et obscure, et l'enfant n'y accède que par le langage. La perception de l'enfant n'est vraiment objectivée que simultanément avec son parler, et de la même manière, la formation complète de la représentation et la formation du mot sont identiques. C'est que parler est l'apparaître même de la pensée. Parler dépend si essentiellement du penser qu'aucune pensée n'est achevée avant d'être devenue mot. Ce qui n'empêche pas au sein même de cette identité une oscillation entre les pôles, mais cette identité laisse un espace très libre. On peut pour une seule et même pensée consommer plus ou moins de matériaux linguistiques. Bien évidemment, au sens strict, il doit y avoir davantage de pensée là où il y a plus de mots, puisque tout mot est une expression. Mais on peut imaginer des cas où tout ce qui semble pouvoir être exprimé par un matériau linguistique plus vaste doit être pensé avec un matériau linguistique plus réduit. Tout en étant identité idéale, la pensée est habitée par une différence réelle, qui se manifeste dans la diversité des langues, et c'est dans ce mouvement que vient s'inscrire la relativité de la pensée.
Schleiermacher peut ainsi définir la pensée en 1822. Qu'est-ce que la pensée? Réponse: cette activité de l'esprit qui s'achève dans l'identité avec le discours et qui se rapporte à quelque chose qui est posé en dehors de l'activité. Le discours est donc l'accomplissement de la pensée dans sa dimension communicative. Et le propre de la pensée est de pouvoir être communiquée, c'est-à-dire comprise par d'autres. Le langage devient naturellement central et l'unique lieu de l'apparition de l'esprit. C'est en lui que devra se lire la synthèse de la raison et de la nature, dans une réflexion tardive. Kant écrivait, ouvrant la voie à la dimension éthique du langage, que l'homme non seulement pense, mais aussi peut se dire à lui-même « je pense », fait de lui une personne. Le penser est un parler et celui-ci un écouter. Dans ses leçons sur l'herméneutique de 1826-27, Schleiermacher dit « Nous ne pouvons pas penser sans le langage. Or, la pensée est le fondement de toutes les autres fonctions de l'esprit, et nous ne parvenons à un degré déterminé de la conscience et de l'intentionnalité que parce que nous pensons en parlant. Le langage guide et accompagne l'homme dans son développement. On conçoit alors aisément que dans cette situation privilégiée, devenant l'aune de l'évolution de l'humanité, Schleiermacher lui accorde toute son attention. Savoir et dialectique. Si nous reprenons la pensée en son acception la plus large, elle peut être déterminée de plusieurs façons en fonction de son objet, de sa finalité. La pensée peut être artiste en visant à procurer une satisfaction d'ordre esthétique, où l'universel paraît immédiatement dans le particulier, ou alors pragmatique, en se satisfaisant dans la réalisation de l'action. Dans ce dernier cas, la pensée n'est pas à elle-même sa propre fin, mais cherche à avoir un effet qui lui est extérieur. La dialectique, en revanche, n'a affaire qu'à cette forme particulière de la pensée, qu'est le savoir ou la pensée pure, et tout savoir est une pensée, mais toute pensée n'est pas un savoir. Dans cette perspective, il apparaît clairement que si toute pensée, qu'elle soit croyance, opinion ou savoir, est un objet de l'éthique, celle qui est savoir l'est à un titre plus éminent que les autres, parce qu'elle est entièrement soutenue par la pure tendance au savoir. L'achèvement de la sphère de la pensée se trouve, dit-il, dans la science, la spéculation, la philosophie. C'est bien là-dessus qu'insiste l'éthique, pour mettre en évidence, dans une première approche, les principales caractéristiques du savoir, que, préfigurant la dialectique, nous résumerons à 3. 1. Tout savoir est un pensée. Dans l'éthique de 1805, la dialectique surgit de manière concomitante lorsqu'il est question de savoir. Elle vient illustrer un fait, celui du caractère langagier du savoir. La tendance vers la connaissance se réalise dans l'établissement d'un savoir objectif, où particulier et universel s'entrelacent, par l'entremise de la raison dans un système, dans une totalité qui est organique, en ce que l'ensemble est dans sa totalité représenté dans le particulier. Nous verrons qu'une telle organisation n'est pas sans rappeler l'entre-expression monadique. Chez Leibniz, le savoir en tout cas est pour Schleiermacher systématique et rend compte du réel. En cela, il consiste traditionnellement dans l'accord entre la pensée et l'être. L'établissement de cet accord, qui est l'union éthique de la raison et de la nature, est la seule finalité de la science qui, le recherchant avec conscience, est toujours savoir de la science. Le savoir n'est pas, de conséquent, pas un seul résultat. Il est dans la connexion des pensées entre elles qui doivent correspondre à la connexion du réel, la structure de la raison épousant celle de la nature. Et en cela, savoir signifie trouver la juste place, l'insertion correcte dans le système de la pensée, système des concepts et des jugements, car aucun résultat à lui seul n'est suffisant. On peut trouver quelque chose de juste en pensant de manière fausse. Poser une identité dans la production donne la validité universelle du résultat, mais pas l'inverse. Comme toute pensée, le savoir est une activité. Savoir est toujours penser, car lorsque nous le représentons comme une possession et non pas comme un acte effectif, il ne s'agit que d'apparence, car le savoir remonte bien à l'acte producteur originaire. La productivité inhérente au savoir, qui va contre la paresse et l'inertie de la raison, donne la seconde caractéristique de la dialectique. 2. L'identité de la production. Le savoir n'est que comme processus productif. Or, la tendance à la communication et à l'universel qui habite la raison permet de comprendre que tendre au savoir, c'est tendre à l'identité du savoir chez d'autres, c'est-à-dire à l'identité de la production du savoir en l'autre. Tout savoir est par lui-même appel à la reproduction. En cela, la dialectique est explicitement définie en 1805 comme comparaison continue d'actes de connaissance singuliers,
au milieu du discours jusqu'à ce qu'en résulte un savoir identique. Elle contient non seulement les principes de l'art de philosopher, philosopher signifiant établir une connaissance avec la claire conscience de son établissement, mais encore accomplir une construction philosophique simultanément avec un autre. Cette définition concise délimite deux pans éthiques. A. La construction du savoir, l'éthique de la dialectique, tient surtout à sa partie technique. Les conditions de possibilité du savoir sont élaborées dans la partie transcendantale, où l'idée du savoir est considérée dans son mouvement. Nous voulons établir la pensée comme savoir, nous recherchons donc le devenir du savoir, et cette volonté même est éthique. La dialectique ne sépare donc pas théorie et pratique. La théorie qui montre comment l'idée du savoir est active comme force motrice pour se réaliser historiquement est immédiatement pratique. L'idée du savoir est donc d'une part un horizon, une idée régulatrice sur laquelle on s'oriente, d'autre part elle a la force de déterminer la volonté, c'est-à-dire d'être agissante en transformant une simple aspiration en effort. Elle meut le processus historique, c'est-à-dire éthique. B. Le rapport à l'autre inscrit dans cette construction ce rapport à autrui qui se fonde sur une initiale différence, lieu de naissance du conflit, va permettre d'inclure l'herméneutique dans le domaine de la dialectique. Cette dernière, en effet, conditionne la communication et l'échange des idées, de sorte que la facilité de toute compréhension dépend d'elle. Ce caractère d'auxiliaire dans la construction de la pensée pure est l'intérêt de la dialectique, intérêt qui, dans sa visée d'universalité, est éthique. La communication, qui est dans le savoir une force expansive, signifie la volonté d'identité dans la production du savoir, c'est-à-dire l'établissement de l'unité de la raison. Une communication du savoir n'a pas d'autre tendance que celle de l'autre, que l'autre doive le produire en lui. Le savoir est donc ce qui, immédiatement, tend à dépasser la personnalité, et la dialectique, définie d'abord comme théorie de la construction du savoir, est un organon de la philosophie. Cette tentative d'instauration d'une communauté relie l'éthique herméneutique à l'éthique dialectique. Il existe un degré du développement où les hommes se traitent de manière hostile, mais cet état ne sera plus possible là où l'orientation vers le savoir dans le langage se sera développée jusqu'à un certain point, car cela présuppose la conscience du genre. Le savoir contribue au cosmopolitisme constitutif de la téléologie de l'herméneutique. 3. La relativisation du savoir dans le langage. Pour pouvoir réaliser une opération identique, il faut disposer d'un moyen de communication qui confère une objectivité à la pensée et qui la rend aussi partageable. Ce moyen de communication est le langage, l'expression étant le passage de la particularité à la propriété de l'autre, c'est-à-dire au partage. Cette approche du savoir sera capitale dans la constitution de la dialectique, dans son recours constant à l'herméneutique, en sa dimension pragmatique, tout comme elle permettra de fonder une éthique du conflit, de la contradiction, qui inclut la nécessaire reconnaissance de l'autre dans le processus du savoir. Dans l'éthique de 1805, le langage est, dans le contexte précis de la pensée, non plus général, mais comme savoir, présenté de la manière suivante. Système de la désignation du savoir, langage. Sans langage, il n'y aurait donc pas de savoir, et sans savoir, pas de langage. Langage et pensée étant chez Schleiermacher coextensifs, il est naturel que le savoir, comme forme particulière du travail prédominant des fonctions intellectuelles, ne puisse se passer du langage. Comme le souligne la psychologie de 1818, il en est même une forme essentielle. La science est entièrement attachée au langage. La parole intérieure n'est que l'ombre de la parole extérieure, et la langue intérieure est une activité vers l'extérieur. Aussi, toute science vise-t-elle la communication, et elle existerait difficilement sans cette dernière. Le langage, exprimant la tendance à la communication, définit le caractère fondamentalement dialogique de la dialectique qui vise le savoir. Le langage est donné simultanément avec le savoir comme une fonction nécessaire de l'homme et n'est rien d'autre que sa communauté qui se manifeste. C'est bien cette identité qui permet un ressourcement historique dans l'Antiquité grecque à laquelle se réfère Schleiermacher. Le langage lui-même traduit ce rapport. Penser, discourir, proposition, penser presque partout la même chose. Dans le grec de la plus belle époque, dialégestai, conduire un dialogue et philosopher, dialectique organe de la philosophie, identité retrouvée en ses fondements éthiques dans les notes de Boeck. Qui veut user du langage de manière éthique doit toujours rester dans l'identité du savoir et du parler. Tout
tout savoir doit en lui se former en parler. Et tout parler doit être une réaction de l'idée et ne doit devenir ni formule vide ni terminologie pétrifiée. C'est là l'art véritable de parler, la véritable dialectique, techné. Or, si la pensée ne devient que par et dans le langage, ce même caractère linguistique du savoir lui assigne ses incontournables limites. Une philosophie unique est par suite impossible en réalité, parce que rien que les premiers éléments qui la composent sont différents dans chaque langue. Les philosophies orientales et occidentales ne seront jamais identiques, pas même la philosophie grecque et la philosophie allemande, parce que nous n'avons pas de nous ni de logos, mais d'autres éléments. Schleiermacher fait d'ailleurs souvent les mêmes remarques en matière de théologie. Zeus, Théos et Gott ne sont pas identiques. Dans toutes les expressions pour Dieu, il y a quelque chose de relatif qui n'est supprimé que parce que leur étymologie ne peut plus être établie. Cette particularisation du savoir par et dans le langage, ou plutôt les langues, permet de révéler ce que Schleiermacher reprend probablement à Schlegel, à savoir le rapprochement entre philosophie et philologie. Philosophie et philologie sont donc intimement liées, et c'est une grossière erreur lorsqu'elles se haïssent. Ce rapport doit donc aussi être au fondement de toutes les considérations relatives au savoir qui vont suivre. Tout savoir que nous pouvons rencontrer est tributaire de son individualisation, dont la langue est l'instrument et la manifestation la plus patente. Certes, la langue est tributaire d'autres particularisations comme celle de la nature en général, ou les particularisations culturelles qui s'étendent de l'état jusqu'à la personne. Comme Wilhelm von Humboldt, Schleiermacher rattache tout savoir à une vision du monde. La représentation du monde doit être une autre pour chaque point dont elle part. Partant de cette relativité linguistique, la dialectique est fondamentalement tributaire de l'éthique. Elle donne les règles de la construction d'un savoir à prétention universelle, tout en tenant compte de son aspect linguistique. Cette propriété, ce geste permanent de la pensée de Schleiermacher, lui assure sa place singulière dans le cadre des penseurs de l'idéalisme allemand et rattache la philosophie à l'herméneutique. L'herméneutique est philosophique dans la mesure où par essence elle est éthique, c'est-à-dire favorise l'avancée de la raison. La discipline philosophique fondamentale, la dialectique, est bien entendu elle aussi éthique dans la mesure où elle participe activement à la réalisation d'un esprit qu'elle construit en sa nécessité logique, mais appelle l'herméneutique d'une part parce qu'elle ne peut pas faire l'économie d'un moyen de communication qui en retour irrémédiablement la relativise, et son complément, et d'autre part la critique qui recherche le principe d'individuation. L'expérience de la pensée ne peut pas être absolue. Le savoir absolu ne peut être qu'un principe régulateur. Une page particulièrement dense consacrée à l'induction permet dès 1811 de retracer ce mouvement. Or, puisque la pensée veut immédiatement devenir savoir, elle veut devenir identique chez beaucoup. C'est pourquoi le premier moment lui aussi aspire à la communication. Cette tendance éthique nous met immédiatement en présence du problème, voire du paradoxe suivant. À l'identité du savoir en tous s'oppose le trésor linguistique d'une langue qui ne correspond jamais entièrement à celui d'une autre. De ce fait, nous ne rencontrons qu'un savoir relativisé et rapporté en dernier ressort à notre existence sur cette terre. Cette individualité de l'absolu est ce que Schleiermacher appelle l'irrationalité à laquelle doit s'attaquer la critique. C'est ce mouvement également présent dans l'éthique que va déployer la dialectique.